tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes avec les différentes rubriques de votre émission. Nous démarrons donc tout de suite et maintenant avec la toute première, la revue des titres avec Fauzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. La revue des titres, c'est avec vous. Ce matin, nous débarrons avec le quotidien béninois Libéré qui affiche en sa manchette « Déclaration à l'antipode de la paix sur fond d'accusation ». Yahi dévoile enfin son vrai visage. Il accuse Talon de ses propres erreurs et ses mauvais calculs. Matin libre à présent, Bénin, après sa rencontre avec Talon, Yahi révèle le contenu des échanges. Il déplore un plan visant à faire disparaître l'opposition. Nouvelle économie. Assemblée nationale, session budgétaire 2025. Le budget final et inaugural de Wadaï pour 2026 attendu demain. Les 4 vérités. Sortie médiatique du porte-parole du président Louis Gbagbo hier. Vitali Boton dévoile les grandes lignes de la session budgétaire. Du coin info, absente aux élections communales 2026, la Renaissance nationale opte pour le silence constructif plutôt que la dispersion et la précipitation. L'emblème du jour à présent, présidentielle 2026, mouvance et opposition, même candidat s'interroge le canard. Le pays émergent. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2025. Vitali Boton, porte-parole du président Louis Gbagbo, dévoile les projets et propositions de loi programmées. Bénin intelligent. Assemblée nationale, les dernières réformes de la 9e législature. La boussole s'installe à présent. Déconvenus politiques mal digérés. Boni Yahi en quête d'un coupable à la décable des démocrates. Fraternité. Ouverture demain de la deuxième session ordinaire 2025 du Parlement. Une vingtaine de dossiers annoncés. Et nous bouclons ce matin avec le matinal qui affiche assurance maladie obligatoire. Le Bénin actualise son dispositif. Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons tout de suite avec le bulletin d'information, toujours avec Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce bulletin d'information avec les nouvelles du Palais de la Marina. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 29 octobre 2025 au Palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Suivons ensemble un extrait des décisions présentées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngwedji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, incorporation de la zone forestière de Séri au complexe du parc national de la Pendjari. En point 2, actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. Au terme de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'assurance maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national. Les modalités de sa mise en œuvre avaient déjà été précisées par le décret numéro 2023-327 du 21 juin 2023. Cependant, l'imminence de la généralisation de l'assurance maladie a rendu nécessaire l'actualisation de ces tests réglementaires aux fins d'intégrer à la liste des bénéficiaires à la charge de l'État les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2024. Au chapitre des communications, en point 1, remboursement du solde de cotisation pour pension de retraite au profit de 504 ex-agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli au moins 15 années de service, afin de permettre à ceux d'entre eux encore en attente de rentrer en possession de leurs dû, soit 504 agents. Le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition des ressources nécessaires en vue de clôturer ces remboursements. En point 2,
actualisation du projet d'aménagement et de bitumage de la route Vacan à Vagodji à Guégué. Celle-ci prendra en compte les modifications techniques au dossier de base dans les limites du contrat initial, de même que les travaux additionnels et confortatifs en dehors du périmètre d'exécution initial. Le Conseil a marqué son accord pour l'actualisation de la consistance du projet. En point 3, mise en œuvre des plans d'action de réinstallation et autres commodités dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, des lycées scientifiques, du lycée de jeunes filles d'Abomey et des écoles normales supérieures scientifiques. En point 4, maîtrise d'œuvre complète du projet de rénovation du centre de formation au métier de percussion de Méridionou dans la commune d'Adjara. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 30e conférence des parties COP30, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil, puis à la 23e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique du 3 au 8 décembre 2025 à Accra, au Ghana. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, collaborateur à la direction de la codification et de la législation, M. Justin Yadelin Seglé. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, directeur adjoint de cabinet, M. Adéotan Jean-Paul Adebolou. Directeur des systèmes d'information, M. 7 ans Pascal Gelaz Lokono. Au ministère de la Santé, directeur général du centre hospitalier départemental de la Donga, M. Mesme Alimassou Tolidji Totin. D'une information à une autre, moins d'une semaine après sa rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, l'ancien chef de l'État et président du parti Les Démocrates Boni Yayi est sorti de son mutisme hier, mercredi 29 octobre 2025, pour évoquer le contenu des échanges avec l'actuel locataire de la Marina. Je vous invite à suivre ici la déclaration du président du parti Les Démocrates. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, j'ai rencontré le président Patrice Talon, président de la République, le vendredi 24 octobre 2025, en ma qualité d'ancien président de la République. Je lui ai demandé de tout mettre en œuvre en vue de la participation du parti Les Démocrates, parti d'opposition aux élections générales de 2026. Les élections législatives et communales de janvier 2026 ainsi que l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti des démocrates du Bénin est l'une des composantes de l'opposition au Bénin. Ce parti anime la vie politique dans le respect du cadre légal à la suite de la réception de son récépissé en décembre 2020. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi se situe dans le carré de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le Parti Les Démocrates a donc une existence légale et est représenté au Parlement depuis 2023. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion, contraire aux lois de la République, qu'il a lui-même votées et promulguées. Hormis l'année 2023, où les démocrates ont pris part aux élections générales dans les limites d'exclusion de certains militants du parti, la politique d'exclusion est restée constante. Mes chers compatriotes, l'exclusion de l'opposition et de LD de la présidentielle d'avril 2026 vient à contre-courant de notre édifice démocratique
issue de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Elle viole les principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces exclusions répétées contreviennent également à l'attachement du Bénin à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Organisation de l'Union africaine. Mes chers compatriotes, de nos entretiens avec le président Talon, je retiens que celui-ci renonce progressivement à faire du Bénin un état de droit et de démocratie, soucieux du respect des droits fondamentaux, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et de la justice, garantie, protégée et promue comme condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle que culturelle et spirituelle. Il s'agit là d'une violation fondamentale de notre Constitution du 11 décembre 1990, même révisée en 2019 par le régime de la rupture. Seul le peuple, les forces politiques, la société civile et les confessions religieuses peuvent, dans un cadre de dialogue politique, de conférence nationale ou de référendum, assumer le virage de la vision de notre édifice démocratique. Mes chers compatriotes, avec l'échange que j'ai eu avec le président Talon, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Il se déroule en ce moment un vaste plan de déstabilisation, de débauchage d'un certain nombre de hauts responsables et de députés du parti Les Démocrates au profit de la mouvance sur une base d'intimidation, de promesses d'incitation financière et de menaces de tout genre. Ce plan qui se déroule en ce moment où je m'adresse à vous prend malheureusement l'allure d'un élan mettant à mal notre unité nationale. À travers la mise en œuvre de ce plan visant la disparition du Parti des Démocrates, le président exprime ainsi sa volonté d'en finir avec l'opposition, d'en finir avec le Parti des Démocrates et de détruire notre édifice démocratique. La loi portant statut de l'opposition et celle portant charte des partis politiques en République du Bénin sont ainsi dangereusement violées. Mes chers compatriotes, par ma présence à vos côtés, je vous suggère de privilégier le dialogue politique dans la résolution de cette crise politique, démocratique et électorale que traverse notre pays. Dans ma retraite sanitaire, pour poursuivre mes soins, je sollicite vos prières pour m'accompagner. En union de prière, restons connectés à l'espérance. Remettons-nous à notre Dieu, le grand Créateur, car lui seul peut tout. Et sa volonté s'accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. À la suite de cette déclaration de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Ndouedji a fermement réagi. Lors d'une interview accordée à nos confrères de BIP Radio, il a qualifié les propos de l'ancien président de concernant. Selon le porte-parole, l'ancien président Boni Yayi refuserait simplement d'assumer ses responsabilités dans la grave crise qui secoue actuellement son parti politique. Je le cite, « C'est consternant. Il refuse d'assumer ses responsabilités dans la crise qui ébranle son parti malgré les reproches formulés par de nombreux cadres éminents sur sa gestion. Mais sans surprise, c'est la politique de l'autruche dans toute sa splendeur. » Fin de citation, a-t-il confié.
À Porte-Nouveau, à présent, au cours d'un point de presse organisé dans l'après-midi de ce mercredi 29 octobre 2025, Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a présenté l'ordre du jour et les enjeux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire qui s'ouvre le vendredi 31 octobre 2025. L'ouverture de cette session, la dernière pour la 9e législature, sera marquée par la présence d'une délégation du Parlement sénégalais. Compte rendu signé Latifat Kounou, Alphonse Botton. La session budgétaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce vendredi 31 octobre 2025 à l'hémicycle. Les points inscrits à l'ordre du jour ainsi que les enjeux de cette session ont été présentés aux professionnels des médias dans l'après-midi de ce mercredi 29 octobre 2025 par Vitali Botton, porte-parole du président de l'institution parlementaire. Deux axes majeurs ont structuré cette rencontre avec la presse. Le premier a porté sur la liste non exhaustive des principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2025. Le projet de loi des finances pour la gestion 2026. Le projet de loi portant code de la route en République du Bénin. Le projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. La proposition de loi portant modification de la loi fixant les conditions et la procédure de mise en œuvre et de résolution du contrat de travail en République du Bénin. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. Le projet de loi portant modification de la loi 2024-26 du 17 juillet 2024 relative au Conseil économique et social. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord cadre signé à Cotonou avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique dans le cadre de la protection des investissements en République du Bénin. Les questions au gouvernement et plusieurs autres dossiers. Le second axe a été consacré à la présentation des grands enjeux de cette session budgétaire décisif et stratégique pour la 9e législature. Il s'agit notamment d'une session d'importance capitale au regard des réformes économiques et institutionnelles qui y seront débattues dans un contexte marqué par la fin du mandat de l'actuelle législature. En débattant et en votant le budget de l'État, les députés définiront les priorités économiques et sociales de la nation et veilleront à ce que les choix budgétaires du gouvernement soient en faveur du bien-être des populations. Ensuite, cette session est l'occasion pour les députés de parachever plusieurs réformes structurelles amorcées ces dernières années. Mais au-delà du contenu des textes, cette session a une dimension historique. Elle vient couronner cette année d'intenses travaux parlementaires menés sous le sceau du dialogue, du respect institutionnel et de la responsabilité républicaine. Sous la présidence du président Louis Béounou Vlavonou, la 9e législature s'est illustrée par la stabilité et la sérénité des débats parlementaires. Par ailleurs, une importante délégation du Parlement sénégalais est attendue à l'ouverture officielle de cette session, marquant ainsi le renforcement des liens de coopération parlementaire entre le Bénin et d'autres institutions législatives du continent africain, voire européenne, sous la mandature du président Louis Béounou Vlavonou. La cérémonie solennelle d'ouverture officielle de cette session sera rehaussée
par la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais, conduite par l'honorable El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Prévu pour le 31 octobre prochain, l'ouverture de cette deuxième session ordinaire s'annonce comme une session de bilan, de reconnaissance et de transmission. Elle constitue en effet la dernière de la 9e législature. Placée sous le leadership éclairé et le dynamisme du président Louis Béounou Vlavounou, cette mandature aura consacré l'image d'un parlement de responsabilité, d'efficacité, attaché aux valeurs républicaines et résolument engagé sur la voie de la modernisation institutionnelle. L'Assemblée nationale publiera très prochainement un document bilan retraçant les grandes réalisations des 8e et 9e législatures. Une information en bref avant de retrouver l'actualité hors de nos frontières conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. La journée du samedi 1er novembre 2025 a été déclarée férié, chômé et payé sur tout l'ensemble du territoire béninois. L'information émane d'un communiqué du ministère de la fonction publique en date de ce mercredi 29 octobre 2025. L'actualité hors de nos frontières à présent. En Tanzanie, les Tanzaniens ont voté ce mercredi 29 octobre 2025 pour élire leur nouveau chef de l'État. Malgré le déploiement sécuritaire mis en place pour décourager de potentiels manifestants, des heurts ont éclaté un peu partout dans Dar es Salaam, la capitale économique, et dans d'autres villes du pays. Voici les précisions. La situation a été très tendue à Dar es Salaam ce 29 octobre 2025. Dès le milieu de la matinée, des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants opposés au régime ont éclaté alors que 37 millions de personnes étaient appelées à voter pour les élections générales. Pas de réforme, pas d'élection, criaient les manifestants en écho au slogan du principal parti d'opposition, Chadema, grand absent du scrutin, dont le chef Tundu Lissu était incarcéré pour haute trahison. Une épaisse fumée noire s'est levée dans le ciel, émanant de plusieurs endroits de la ville, signe de tension. Des sons sourds ont ralenti pendant plusieurs heures. Vers 14 temps universel, des milliers de manifestants ont marché le long de la route vers le centre-ville de la capitale économique. Au marché de Kariako, qui d'habitude fourmille des shops et de commerçants, les rues sont restées vides. Selon des témoins, les forces de l'ordre ont dispersé un groupe de jeunes manifestants dans le quartier Kimarakibo, à l'ouest de la Dar es Salaam. Un lieu dirigé par Monseigneur Josepha, ancien député du parti au pouvoir, connu pour ses critiques du gouvernement quant aux violations des droits humains. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des jets de pierre face à des tirs de balles réels, des jeunes en train de vandaliser des bureaux de vote ou de brûler des pneus, ainsi que l'incendie d'une grande station de bus. Plusieurs compagnies ont suspendu leur service pendant la période électorale, une mesure inédite qui a alimenté les craintes de troubles ou d'entrave à la mobilité des électeurs. Une séquence non vérifiée montre aussi un homme en uniforme de police tirant la balle réelle en direction des passants éloignés. Les réseaux Internet et 4G ont été coupés dans la journée afin d'empêcher la diffusion de telles vidéos sur les réseaux sociaux. La situation s'est finalement calmée ce mercredi soir dans les rues de Dar es Salaam. Un commissariat a été incendié et plusieurs bureaux de vote endommagés dans la journée. Un couvre-feu a été instauré à partir de 18h, 15h temps universel, laissant un peu de temps aux Tanzaniens pour rentrer chez eux. D'après les dernières informations, les manifestants ont été dispersés le 29 octobre soir. La nuit semblait débuter calmement dans la capitale. Ce n'est pas du tout le cas. À Arusha, dans le nord du pays, la situation restait tendue. Des bilans non officiels font état d'une dizaine de morts à travers le pays. Les autorités, elles, n'ont livré aucun bilan. Le pouvoir, lui, se veut rassurant.
La présidente a voté dans la matinée, saluant une journée de paix et de sérénité. Elle a appelé les Tanzaniens à aller voter. J'ai accompli mon devoir de citoyenne et j'invite tous les Tanzaniens qui sont encore à la maison à sortir voter afin que nous poursuivions ensuite nos activités dans la paix. Fin de citation. Au Cameroun, Issa Chiromba Bakary ne compte pas rester là après l'annonce de la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. L'opposant camerounais a promis de résister jusque-là. Victoire finale sur le président sortant. L'homme a appelé ses partisans à rester mobilisés alors qu'un groupe de la société civile dénonçait des morts et des arrestations lors de manifestations dans plusieurs villes. Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. La victoire annoncée lundi pour le plus vieux dirigeant au monde à 92 ans a exacerbé les tensions dans ce pays producteur de cacao et de pétrole. Les détracteurs du chef de l'État camerounais l'accusent d'utiliser les institutions de l'État pour se maintenir au pouvoir. Mercredi, les partisans de Chiroma, ancien porte-parole du gouvernement, devenu rival de Biya, étaient encore dans les rues de Douala, la capitale économique qui était encore jonchée de débris et de pneus brûlés après plusieurs jours de troubles. Au moins 23 personnes ont été tuées depuis le week-end dernier lors de la répression des manifestations par les forces de sécurité, a déclaré mercredi un groupe de la société civile connu sous le nom Stand Up of Cameroon lors d'une conférence de presse. Dans d'autres quartiers de cette ville habituellement animée, les commerçants ont progressivement rouvert leurs portes après avoir fermé en raison des manifestations et des troubles, tandis que la circulation restait clairsemée. Le résultat du scrutin est clair. Nous avons remporté cette élection à une large majorité. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient au peuple camerounais, a déclaré Chiroma mardi soir dans son premier discours public depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire de M. Biya. Nous restons unis, mobilisés et continuons à résister jusqu'à la victoire finale. La décision du Conseil est définitive, sans appel. D'autres leaders de l'opposition ont dénoncé une fraude généralisée, accusation rejetée par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Paul Atanga a accusé M. Chiroma d'incitation à la violence et à la rébellion après avoir prématurément déclaré sa victoire le 13 octobre. Ce candidat irresponsable, poussé par le désir de mener à bien son complot visant à perturber l'ordre public, a lancé à plusieurs reprises des appels sur les réseaux sociaux incitant à des troubles civils, a déclaré M. Ndji dans un communiqué cité par Reuters. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Fawzia Sifou. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons cette émission. Tout de suite, la météo du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Et dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, le festival Sin Art démarre aujourd'hui, jeudi 30 octobre 2025, et prendra donc fin demain 31 octobre 2025 à 22h00. Cet événement aura lieu sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est juste à 2000 francs CFA et à 1000 francs CFA pour les adhérents. Le programme démarre ce soir à 20h30 avec À bout de sueur, un test et mise en scène de Hakim Baba, une pièce poignante sur le mirage de l'exil, inspirée d'un drame réel, mise en musique et habité par l'urgence. À bout de sueur, c'est ce soir à 20h sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est juste à 2000 francs CFA et à 1000 francs pour les adhérents. C'est tout ce qu'il faut retenir de la note culturelle de ce jour. On se retrouve, mesdames et messieurs, tout de suite dans l'interview matinale. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans votre rubrique que vous connaissez si tant. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux invités. Ils sont déjà en ligne. Isaac Adjaï, acteur politique, membre du Parti Bloc républicain. Bien le bonsoir. Bonjour madame, bonjour monsieur Agboton, bonjour aux amis internautes. Et voilà, ils viennent de le dire. Nous avons également en ligne Gildas Agboton. Il est politologue. Gildas Agboton, bien le bonjour. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Habib, bonsoir à tous. Dans une vidéo publiée ce mercredi 29 octobre 2025, l'ancien chef de l'État, Boni Yaye, président du parti Les Démocrates, est revenu sur le contenu de son entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon, et ce, moins d'une semaine après cette rencontre. Gildas Agboton, vous avez suivi la déclaration du président du parti Les Démocrates. Qu'est-ce que vous trouvez de surprenant dans ce qu'il a eu à faire, comme à dire, dans ses propos? Non, ben, il y a rien eu de surprenant. Sauf que on pourrait se dire que la déclaration elle serait venue un peu plus tôt. Bon, mais si il y a des éléments dont nous on n'a pas connaissance qui ont amené le président du parti Les Démocrates à choisir la date du 29 octobre, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine après sa rencontre avec le chef de l'État pour faire, et ça est sorti. C'est vrai que quelque part, on comprend, c'est tellement que après la rencontre, il a quand même voulu accorder un peu de foi à Patrice Talon en disant qu'il allait certainement sur les événements d'après, c'est-à-dire comment est-ce que la Cour allait étudier la suite à donner aux différents recours des démocrates, si c'était possible que Patrice Talon bon, je ne dirais pas intervenir, mais bon, s'il y avait quelque chose à faire de son côté pour que bon les démocrates soient satisfaits, donc peut-être qu'il a attendu voir tout ceci, et donc c'est après qu'il s'est rendu compte que le vin est tiré, et c'est ainsi que ça c'est normal qu'il ait décidé maintenant de s'adresser aux militants démocrates et à toute la nation béninoise. Alors, donc il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de surprenant dans ce qu'il a eu à dire. Il n'y a pas quelque chose qu'on trouve comme élément nouveau dans ce qui se passe depuis qu'on a enclenché, disons, le processus électoral.
rien de nouveau. On voit un président du parti de l'opposition qui accuse l'actuel chef de l'État de la non-participation de son parti à l'élection présidentielle. Vous ne trouvez pas que le parti Les Démocrates demeure toujours dans la victimisation? Non, ben écoutez, il n'y a pas, c'est pas aujourd'hui que les démocrates accusent Patrice Talon et de la non-participation. Il faut vous rappeler qu'il y a quelques semaines, en arrière déjà, le président Eboni Yahi était déjà monté au créneau pour dire qu'il y avait donc des manœuvres à débaucher les députés de son parti, empêcher donc son parti, en tout cas les démocrates, de participer d'aller aux élections. Il l'avait déjà dit. Donc il est revenu confirmer pour dire que malgré sa démarche républicaine qu'il a conduite vers son prédécesseur et qu'il a espéré que des manœuvres qui étaient en cours ou bien qui sous-tendent tout ce qu'on a eu ces derniers jours comme des arts des faits et qui ont empêcher les démocrates d'aller aux élections, que ça s'est confirmé. Donc, les démocrates sont restés constants et égaux à eux-mêmes. Ce n'est que confirmation de ce qui a toujours été dit. Donc, il n'y a rien eu de nouveau quand il le dit de cette façon-là. Bon, maintenant, quand vous dites qu'ils sont dans une posture de victime, non, mais pas du tout. C'est vrai qu'il y a à relativiser. Puisque dans cette question de en tout cas dans tout ce qui s'est passé pour la non-participation des démocrates, il y a bien eu des raisons liées au fonctionnement interne du parti, mais il y a également des causes externes à la non-participation, et ces causes externes, on peut revenir là-dessus. Donc, il y a rien. Il ne peut qu'en être autrement. Il ne pas du tout. C'est-à-dire que même malgré les difficultés à l'interne, s'il n'y avait pas eu la prépondérance donc de la main invisible, les démocrates allaient participer donc aux élections. Alors, Habib Isaac Adjaya, avant de revenir sur les causes externes et la main invisible, quelle est votre réaction suite à la déclaration du docteur Thomas Boni Yahi? Merci madame. Je pense quand même que le président Boni Yahi, comme l'a dit M. Agoda, est resté constant. Dans la constance, c'est l'auto-victimisation du président Boni Yahi. L'homme qui joue d'abord sur les émotions, c'est un homme vindicatif. Il a toujours été tout le temps comme ça. Quand moi je l'ai écouté, j'ai compris que, je l'ai toujours dit, le silence c'est le langage des grands hommes. Le président Boni Yahi, à la sortie de l'audience, ne s'est quand même pas prononcé. Il a dû attendre pratiquement un peu plus ou moins une semaine, un peu moins d'une semaine, pour pouvoir jeter de l'opprobre à la limite sur cette audience, sur le président Talon, parce que lui, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ça, c'est une manière de faire de la politique, ça. Mais le président de la République vient de convaincre encore, je veux dire, l'ancien président de la République vient de convaincre encore de par cette sortie qu'il joue sur la fibre de l'émotion, parce que il est le seul responsable de ce qui est arrivé à son parti politique. Un mauvais management de la ressource humaine politique de son parti, mauvais fonctionnement des ressources du parti. Quand je parle de ressources, je parle de ressources humaines et des compétences que la loi lui confère à mettre des parrainages à sa disposition. Et il n'a pas été cohérent. Il a géré le parti tout le temps sur l'émotion, sur coup de tête. Il n'a pas préparé les élections de 2026. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a fallu pratiquement les dernières semaines, les 2-3 dernières semaines, pour qu'il commence par courir à chercher une candidature. Le président Boni Yahi, en réalité, s'est retrouvé à la tête du parti Les Démocrates, non pas projet, il n'a pas eu de projet. Il s'est retrouvé là pour improviser. Son projet de société était Patrice Talon. Son projet de société était Patrice Talon. Je répète, son projet de société à la tête était Patrice Talon et des règlements de compte avec ses camarades. Parce que, sauf erreur de ma part, il n'est pas membre fondateur du parti Les Démocrates. D'autres ont créé leurs histoires, ils sont allés le chercher en tant que président d'honneur, et puis il a fait un coup d'état, il s'est retrouvé là pour
pouvoir utiliser cet instrument politique pour régler ses comptes. C'est ce que moi j'ai fini par comprendre. C'est la conclusion que je tire en tant qu'acteur politique. L'ancien président Boni Yayi, en réalité, en faisant cette sortie, a raté le coach. Il aurait pu se taire parce qu'en réalité, il n'a rien dit. Et pour finir, il nous dit qu'il va se terrer dans une retraite soi-disant. Nous allons en arriver là dans quelques instants. Alors, Jidas Agoton, vous évoquez tout à l'heure des causes externes et des mets invisibles à ce qui concerne la non-participation du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle. Alors, pour vous, quand on parle de l'affaire parrainage en ce qui concerne le député Michel Sodinou, quand on parle des différents recours qui ont été rejetés par la Cour constitutionnelle, il y a des mains invisibles selon vous? Écoutez, c'est parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous oblige à ne pas confondre les faits et causes et conséquences. Oui, ben c'est de ça qu'il est aussi question. Et pour bien comprendre tout ce qui est déploré aujourd'hui ou ce que nous vivons là. Donc, vous avez dit, oui, qu'il y a eu donc des recours. La Cour constitutionnelle donc a été saisie en tant qu'arbitre du jeu électoral. C'est vrai que pour des observateurs avertis, on ne s'entendait pas aussi à autre chose que les décisions que la Cour a eu à donner. Parce que, on n'a pas à se leurrer, bon là-dessus, dans un jeu politique où vous avez des institutions qui doivent appuyer, non dans le sein que des membres qui sont d'une seule obédience pour politique. Et pratiquement, en tant que depuis longtemps, nous savons que les institutions aujourd'hui au Bénin sont pratiquement sous ordre. Ça, ce n'est pas un secret pour tout observateur aujourd'hui donc au Bénin. Donc, la Cour, mais ça, c'est à la limite, donc les décisions qu'elle pouvait rendre ça. Et donc, je suis quelque part d'accord avec Habib quand il dit qu'en tant qu'acteur politique, les démocrates devraient normalement anticiper et voir que oui, si à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation où il fallait faire recours donc à ces institutions-là, que cela ne pourrait donc en être autrement. Et donc, de ce fait-là, qu'on reproche tout ce qu'on veut donc au président Boni Yayi, au fonctionnement interne du parti, je suis donc d'accord là-dessus. Bon, maintenant, quand on vient donc au parrainage de l'honorable Sodinou, dites-vous, voilà, donc écoutez, et voilà un député ou quelqu'un qui a eu donc des récriminations à l'encontre de son parti et qui à un moment donné ne les avait jamais exprimées et qu'il a fallu qu'on soit donc dans le jeu politique, donc dans le processus électoral maintenant, qui brandissent cela comme une arme. Mais là encore, on pourrait se demander, même si on en convient que nous sommes dans une démocratie donc représentative, donc il n'y a pas de mandat impératif, on pourrait bien se demander, est-ce que lui, par exemple, les électeurs, ceux qui ont voté, ou bien les militants avec qui ils se retrouvent au sein de ce parti, donc pour la plupart, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce que pour ceux-là sont d'accord avec lui qu'il adopte une telle proposition? Donc, on se rend compte que ça a été une position et cavalière, donc à son niveau. Et donc, à partir de là, mais on en dit, est-ce une vengeance donc personnelle, ou bien effectivement il y a eu des choses qui sont passées et qui auraient donc amené à ce qu'il adopte et qui l'ont tellement motivé et lui donne du renfort pour qu'il adopte donc cette position là. Mais bon, à l'arrivée, sinon j'allais dire donc quand vous suivez de près et que vous vous rendez compte que effectivement il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et que c'est tellement à cause de tout cela que les démocrates et que le président du parti il y a un peu plus de 2 mois
mois, était déjà monté au créneau pour avertir et attirer l'attention du peuple donc et là-dessus. Donc ça n'a pas manqué. C'est arrivé et effectivement il a fait et ça a empêché avec une seule voix de moins. D'accord? Avec une seule voix et de moins. Et quand on parle d'une seule voix et de moins, ça c'est ce que Sogilo a fait aujourd'hui. Parce que au moment où les démocrates avaient donc été allés à l'Assemblée avec 28 députés, la loi n'avait pas décidé. La loi, en ce moment-là, la loi ne disait pas qu'il fallait 28 pour députés. Oui. C'était un peu moins de cela. Oui. Donc, pas la magie du fonctionnement de l'Assemblée. Nous sommes passés de 16 à 28 avec une révision de la Constitution qu'il a induit. Donc, malheureusement, donc, on se dit là également, donc c'est une cause externe qui a amené à cela. Parce que s'il n'y avait pas eu donc, cette révision, s'il n'y avait pas eu pour tout ceci, même sur le nombre de moins, donc ça ne créait aucun problème. Ça ne créait donc aucun problème, donc on ne pouvait pas, on peut pas. Donc il fallait forcément, puisque là, dans le côté du CEL, les démocrates auraient quand même eu une certaine marge de manœuvre. Et celui qui également a décidé à un moment donné de passer de 16 à 28, c'est parce qu'il a fait ses calculs et il savait très bien que ça lui sera difficile de débaucher peut-être 12 députés dans le rang donc, des députés LD. Donc il a fait consciemment et savait qu'avec un seul, qui empêcherait donc les démocrates d'aller aux élections et ça va pas manquer. Bon, maintenant, il y a eu certainement, comme Habib le disait, des raisons liées donc, au fonctionnement interne parce qu'il y a eu un peu de faiblesse donc, dans le mariage politique qui a fait le lit à cela et puis ben on en est là aujourd'hui comme résultat. Et c'est pour dire quoi? Dans ce qui se passe là pour maintenant, oui, on peut pas donner raison totalement à Bouni Yahi qui viennent jouer la victimisation à 100% et ne pas reconnaître un peu à son niveau également ce qu'il y a eu comme mal donne pour et les erreurs. C'est vrai que dans sa sortie, c'est à croire que la faute n'est que donc de son adversaire ou bien de ses adversaires donc politique alors que effectivement j'ai ça à Goton, c'est vrai les démocrates ils avaient en leur 128 députés 28 parrainages mais le parti conformément à la loi avait quand même il pouvait quand même se mettre en accord avec l'un des partis de la mouvance comme cela s'est fait avec la FCBE. Oui, ben écoutez, une formation politique qui a sa ligne et qui refuse et qui dit que et comment voulez-vous que les démocrates aillent faire un accord de gouvernance avec les FCBE qui se disent partie de l'opposition, qui à un moment donné, sans c'est-à-dire pas on comprend pas par quelle alchimie ils se sont retrouvés donc à signer accord de gouvernance avec tous les partis de la mouvance. C'est-à-dire que les FCBE n'ont pas signé seulement avec un pompier, avec tous les partis de la mouvance, ils ont signé accord de gouvernance. Donc, écoutez, nous sommes tous là, on va pas avec l'évidence pour des faits, on va pas tous se torturer les méninges pour se dire que non, les FCBE sont partis de l'opposition qui pouvaient faire. Non, les FCBE ont montré que ils sont plus que même partis de la mouvance que certains partis aujourd'hui. Parce que pourquoi eux ils ont eu et non seulement ils ont fait accord Bordeaux, ils ont eu tellement de parrainage et ça va être partie de la mouvance, alors que peut-être d'autres partis de la mouvance auraient voulu également pour présenter de candidats. Eux, on leur a permis quand même de présenter de candidats. Donc les autres sont restés dans leur ligne et n'ont pas voulu avoir quelqu'un pour que ce soit avec les partis et de la mouvance. Ce qui est un peu à déplorer ici, c'est qu'il y a eu des manœuvres un peu amorales qui ont fait que, écoutez, dans le jeu politique béninois tel qu'on le connaît, certains ayant donc leur penchant peuvent céder à tout ce que faut connaître en politique. Donc, et ça c'est encore pas
passé. Et c'est vraiment déplorable que Boni Yayi, fort de son expérience politique, qu'il, voyant tout ça là pour finir, qu'il n'ait pas pris toutes les dispositions autour, parce que, moi je le dis effectivement, un peu plus de management pour politique leur est quand même permis aussi d'éviter pour tout cela. Donc, nous sommes retrouvés dans une situation où le parti est d'opposition avec lequel donc le jeu électoral allait se faire et que la compétition, on allait quand même sentir que la compétition était un peu plus ouverte, quitte à ce que au moment des résultats, maintenant qu'on voit encore ce qui va se passer. Donc c'est déjà merci. Au début, oui, on a, merci. Qu'on a tout fait pour les empêcher parce que c'est tellement... Isaac parce que c'est tellement... On a peur pour la razzia. Merci. Oui, madame, je suis là. Isaac Adjaï, les démocrates, ils ont décidé de rester dans la ligne, comme l'a souligné Jidas Agboton. Aujourd'hui, ils en payent les frais. Ils ont fait les frais de leur politique, la politique de l'émotion, la politique de l'improvisation, parce que l'accord de gouvernance s'est inscrit, c'est demandé, c'est dans la loi. Donc en réalité, ce n'est pas une négociation qu'on est parti, on les a invités à pouvoir faire. Ça ne fera pas de mouvancier. Ils resteront toujours un parti de l'opposition s'ils rentraient en accord de gouvernance avec les partis de la mouvance ou des partis ou FCBE qui est un parti de l'opposition. Moi, je pense que le politologue il comprend, mais il n'a pas, son analyse n'a pas été vraiment équilibrée à ce niveau. Quand il traite le force corruption bénin émergent de parti de la mouvance, bon, c'est son avis, mais je crois quand même qu'ils l'ont dit et puis ils y travaillent, mais ils font partie de l'opposition constructive. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition constructive, c'est quand même une ligne politique. Parce que, contrairement à l'opposition pure et dure, l'opposition à l'ancienne, que Yayi Boni fait aveugle avec ses amis du parti, les démocrates. Moi, j'aurais voulu quand même qu'on comprenne que l'accord de gouvernance, c'est quand même c'est une clause stratégique qui permet quand même, une clause stratégique qui permet quand même aux partis politiques de sauver leur arrière au cas où. Au cas où, parce que ce sont des accords, il faut discuter, il faut se retrouver autour de la table, faire des propositions et élaborer un contrat, je pense un accord avec les autres, et ce qui sera inclus dans cet accord ne fera pas de vous, désormais en faisant signer cet accord, je suis devenu mouvancier, ou je reste, ou bien je ne suis plus opposant. Donc je pense quand même qu'il y a un problème à régler à ce niveau. Maintenant, quand le politologue aussi évoque le fait que le président, enfin l'ancien président Boni Yayi, moi simplement, je pense quand même que le président Yayi Boni a manqué de vision. Il a manqué de vision parce que, en fait, il n'était pas venu à la tête du parti politique pour faire de la politique. Il est venu simplement, moi je l'ai dit, je réitère, il est venu pour régler ses comptes avec ses amis. Parce que cela laisse à croire comme si c'est pour quelqu'un qui est là. Alors, regardez sa sortie de la dernière fois, d'hier, ce n'est que juste pour peindre en noir le président de la République. Et cela a été la politique du parti des démocrates depuis. Qu'est-ce que ce parti politique, à pratiquement 4-5 ans environ, a apporté de plus à l'édifice bénin? Rien, zéro du tout. Aucune proposition, ils ont tout le temps peint, tout en noir, rejet mécanique, accusation, je ne sais pas. Mais en réalité aujourd'hui, la politique, oui, soit vous êtes de la mouvance ou de l'opposition, ou vous êtes du centre. Mais en réalité, quelle que soit votre position aujourd'hui sur les équipes politiques, il faut être constructif. Il faut apporter une pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice national. Même étant de l'opposition, en critiquant, on peut construire son pays. Mais certes, il y a des décisions qu'il faut savoir prendre. Au point même de pouvoir sacrifier des milliers de millions qui lui ont fait confiance à ne pas présenter un candidat aux élections présidentielles. Je vous rappelle, c'est un secret de polichinelle. Ils auraient pu manquer 3 députés. Moi, je n'ai la preuve de rien. Ça se raconte entre eux et nous lisons tous. Le député Sariki, Wassangari et l'homme de Banté, comment il s'appelle. Les 3 avaient menacé de retirer leur parrainage si l'honorable Éric Ondete était candidat. Or, cette commission quand même qui a été choisie, mise sur pied par le président Yayi Boni, il se raconte aussi que le choix de cette commission était Éric Ondete.
parlons à présent de la démarche. Parlons à présent de la démarche de l'ancien président de la République. Hein. Il a dit s'être rendu auprès du président Patrice Talon en sa qualité d'ancien chef de l'État, mais il se met, il a quand même abordé la question de la participation de son parti aux différentes élections de 2026. Où allons-nous situer cette neutralité de son statut d'ancien président? Écoutez, le président Yaya Boni, moi, pour vous répondre simplement et pour faire court, il ne peut pas se quitter là. Voilà l'amalgame qu'il a l'habitude de faire. Il ne peut pas quitter là et demander au président de la République, qui est le premier magistrat, d'aller d'aller interférer dans un processus électoral. Mais qu'est-ce qu'il veut? Que le président de la République appelle le président de la Sénat pour dire, bon, ok, on ferme les yeux sur le seul parrainage, et puis il passe. Je veux parler du duo des démocrates, ou que le président de la République appelle le président de la Cour constitutionnelle avec son téléphone pour dire, bon, là, mais si vous ne le faites pas, je vous envoie tout de suite non, mais écoutez, que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est que la conséquence des actes politiques posés par le président de la République et ses amis les démocrates qui ont débouché sur leur auto-exclusion. C'est eux-mêmes qui se sont exclus, personne d'autre. Maintenant, pourquoi aller voir le président de la République pour qu'il s'implique pour qu'il s'interfère dans un processus électoral? Mais ça, c'est grave. C'est encore eux qui diront demain que le président de la République ne respecte pas les lois que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Je me rappelle, je pense que c'était en 2021, le président Yaya était à Tchaoulou, à Braco, ou je ne sais plus, et il disait, je ferai tout, je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour que les démocrates participent aux élections. Je crois 2021 ou un peu avant, mais en 2020, je crois 2021, quand ils allaient aux élections, ils devaient avoir leur récépissé. Mais vous avez vu tout ce qui a été raconté après? Les mêmes personnes, les mêmes acteurs ont appuyé le président de la République et l'ont traité de tous les noms d'oiseaux ici dans ce pays pour dire qu'ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas les lois que nous nous sommes fixées. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au pied du mur. Ils auraient été prévoyants. Ça veut dire que ce sont des gens, des acteurs, en réalité, qui ne sont pas politiques. Ils sont venus faire, ils ont joué sur l'émotion de la population et fait de la manipulation par rapport à leurs militants. Ils ont manipulé leurs militants pour pouvoir se faire exclure. En réalité, ils n'ont jamais été là pour le Bénin. Moi, j'en conclue sur ce sujet-là pour dire qu'ils n'ont jamais été là pour le Bénin. Jidas Agboton, et vous, que dites-vous de la démarche de l'ancien président? Écoutez, sur la question de la demande ou des échanges qu'il a eu avec le président Talon, moi, à mon niveau ici, on n'a pas eu un retour exhaustif, c'est-à-dire les points réels sur lesquels les débats ont tourné entre eux. On n'en a pas eu. C'est vrai qu'il nous a dit, oui, qu'il allait le voir pour demander son implication personnelle pour que les démocrates aillent aux élections. Mais de la présentation de cette façon générale, là, c'est sûr qu'il y a eu des sous-points sur lesquels les débats ont lieu et qu'il n'a pas jugé peut-être de façon responsable faire étalage de cela. Donc, sur cette question-là, oui, des points, ben moi, je saurais apporter pour tout ce que j'ai déjà eu à dire. Maintenant, dans la forme, c'est-à-dire qu'on estime que non, Boni Yayi, il est avant d'être ancien président, c'est qu'il est d'abord béninois. Et il n'y a aucun principe de la République qui interdise qu'il soit ancien président et président d'un parti politique. Et donc, c'est que le raisonnement qui est mené ici, c'est normalement le contraire que cela conduirait. C'est-à-dire que s'il n'était pas membre de parti politique et qu'il était juste un ancien président, en tant qu'ancien président neutre, sans être de parti politique, on pourrait donc l'accuser de ce que, mais en allant en tant qu'ancien président et contre là, qui n'est pas joué à l'équilibriste, qui n'est pas voulu qu'il y ait de l'équilibre, mais juste qu'il a porté la voix, il a défendu la cause des démocrates. Et là, on pourrait donc l'accuser de la non-neutralité. Mais il est allé en tant qu'ancien chef d'État et un président, ce que
C'est à ce titre qu'il est allé. Donc, c'est... Dans sa déclaration... Il n'y a pas à l'accuser. Dans sa déclaration, il a bel et bien dit qu'il a été reçu en tant qu'ancien président de la République. C'est bien ce que je dis. Il a été reçu en tant qu'ancien président de la République. Mais, en y allant, on sait très bien également qu'il est président d'un parti politique. Donc, comment est-ce qu'un ancien président de la République est président d'un parti politique? Vous pouvez lui demander d'aller à cette rencontre-là et en étant neutre. Il ne pourrait pas y avoir, il ne peut pas y avoir donc de neutralité dans ce cas-là. Parce qu'il est allé en tant qu'ancien président, mais pour une raison donnée. Et la raison, donc, c'est la cause de son parti politique dont il est le président, et c'est ce qu'il a défendu. Et c'est pour ça qu'il est revenu donc nous faire le point. Donc, il n'est pas, parce que si ce n'était pas le cas, normalement, c'est que quand il était sorti de l'audience en tant qu'ancien président, oui, il pouvait donner de la voix ou bien se taire. Mais en tant qu'ancien président est parti, même à la sortie, s'il n'a pas fait, à tout moment, il pouvait le faire pour se rattraper et montrer que son parti à un moment donné. Donc, on est dans un jeu normal. Il n'y a rien qui soit qu'on peut lui reprocher là, dans ce genre-là, donc de traiter. Bon, maintenant, c'est qu'en tant qu'ancien président, oui, on pourrait maintenant dire, mais lui, en tant qu'ancien président, est-ce que c'était normal? Ça, c'est quand je reviens un peu sur la question, peut-être des points, des trucs là, peut-être que Habib le disait, est-ce que lui, en tant qu'ancien président, et même mon parti, président pour un parti, est-ce qu'il revenait peut-être d'aller vers celui qui est là aujourd'hui et demander à celui-là d'interférer dans le fonctionnement de ces institutions, si on considère un instant que ces institutions sont vraiment indépendantes et doivent normalement faire leur travail. Ou du moins, maintenant, on peut reformuler la question en disant, mais quand lui va en tant qu'ancien président, qu'est-ce que lui pense? Si réellement les démocrates doivent être éliminés ou bien ne réunissent pas les conditions pour pouvoir le faire, qu'est-ce que le président actuel peut faire pour permettre aux démocrates d'être repêchés et d'aller aux élections, si ce peut-être d'aller à l'encontre de la loi? Donc ça, on peut le lui reprocher en tant qu'ancien président, parce qu'il a eu à exercer une fois les charges. Et c'est que dans ces charges-là, on doit faire l'effort de respecter pour la loi. Donc, ce n'est pas à lui d'aller demander à Patrice Talon de ne pas respecter la loi parce que lui, il veut en bénéficier aujourd'hui. Donc là, on peut le lui reprocher, mais la neutralité, non. En fait, c'est ce point-là que moi, je ne comprends pas les raisonnements que nous menons. Et je ne sais pas réellement quels sont les éléments d'appréciation que nous arrêtons nous mettons pour faire les analyses. Alors, Isaac Adjaï, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, alors selon le président du parti, les démocrates, la mouvance s'est inscrite dans le débauchage des militants et leaders du parti, les démocrates, et ceci sous des coups de menace. Moi, je pense que le président, l'ancien président Bolingaï est dans le dilatoire. Il est dans le dilatoire. Tout le monde est derrière la mouvance, hein. Parce que les Bénins ont compris aujourd'hui, ils ont opté pour le développement, ils ont opté pour le progrès, pour l'employabilité de la jeunesse, des jeunes et des femmes. Les concours qui s'organisent, enfin, pour l'industrialisation de notre pays, les routes, le Bénin est tapissé complètement de bitume, ici et là, et ça continue. Les Béninois ont opté pour la mouvance, ils ont opté pour le développement. Donc le président de la République, l'ancien président de la République évoque un faux débat, parce qu'il n'a rien à dire. Encore que, moi, mais écoutez, pendant que ces militants, lui, courent vers la mouvance, qu'est-ce que lui il fait pour pouvoir les retenir? Ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont rien proposé du tout. Rien du tout pour pouvoir proposer. Vous n'êtes quand même pas au sein du parti. Vous n'êtes pas membre du parti. Vous n'êtes pas membre du parti, les démocrates, pour savoir s'ils ont un sujet de société, un projet de société ou pas. Vous en avez eu un coup? Ne faites pas des affirmations gratuites. Non, ce n'est pas des accusations gratuites, madame. Nous sommes acteurs, même vous, même étant de la presse. Vous n'en avez pas eu écho. Vous n'avez eu aucune proposition. Vous savez quand on va à une élection présidentielle, déjà 1 an, 2 ans avant, minimum, c'est que quand on a du retard, une année avant, on commence par évoquer les grands projets, les grands débats. On commence par donner des projections, des signaux, pour que la population se dise, mais écoutez, voilà ceux-là, ils nous promettent quelque chose de mieux. Nous autres, nous avons un bilan à défendre. Est-ce que c'est ce que nous faisons allègrement? Nous avons un bilan à défendre. Et ça, cela ne fait même pas débat. Les Béninois sont dans leur quotidien, dans le bilan que nous défendons aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Donc,
c'est normal quand même que le président de la République, l'ancien président de la République, Boni Yayi, reste dans le dilatoire, dans les accusations gratuites, aujourd'hui parce qu'il ne sait rien à dire. Mais moi, si le président de la République lui disait lui-même, monsieur Thomas Boni Yayi, regardez le Bénin, est-ce qu'on ne travaille pas? Venez quand même à la mouvance. Est-ce que cela fait de lui un débaucheur des opposants vers la mouvance? Nous sommes en politique. Et si ça arrivait, c'est tant mieux. Le président de la République, là, il y a le dit quand même le 28 juillet dernier, face à la jeunesse, que le meilleur d'entre vous vient rejoindre la mouvance pour que nous puissions travailler. Alors, dans un pays démocratique, c'est bien possible d'avoir une gouvernance sans l'opposition. Est-ce qu'on pourrait avoir, bon, dans un pays où il y a un chef de l'État, c'est possible de ne pas avoir de l'opposition, un parti de l'opposition. Alors quoi, le chef de l'État, Patrice Talon, veut en finir avec l'opposition au Bénin? C'est des histoires, mais pourtant, pour vous répondre par rapport à votre préoccupation, nous pouvons définir notre modèle démocratique aussi. Parce que la démocratie a été un modèle défini par l'Occident. Et vous savez, les réalités démocratiques chez eux ne sont pas toujours les mêmes chez nous. Ailleurs, je peux vous dire que quand même jusqu'aux États-Unis, un ancien président pas très longtemps a quand même a contesté les élections présidentielles au point même de dire qu'il ne passera pas en service. Il y a eu des casses, mais c'est vrai, il est revenu 5 ans après. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement que chaque État doit pouvoir définir son modèle démocratique, son fonctionnement politique, et puis adapter à ces réalités. Yaïboni évoque un faux débat, un très faux débat qui n'a rien, qui n'est pas d'actualité. Ouais, moi, je pense que c'est du dilatoire. Et qu'il aille bien se reposer, c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour les Béninois, mais qui nous reviennent avec des projets de développement, avec des soutiens par rapport aux projets de développement que nous faisons, et qui nous reviennent aussi par rapport, en tant que sage, en tant qu'ancien président de la République, dans la crise politique, qui fasse de la médiation, qui travaille quand même à améliorer le climat politique, c'est bon aussi. Parce qu'on en a besoin. Nous en avons besoin autant dans la mouvance que dans l'opposition. Le président Yaïboni quand même doit prendre conscience qu'il en a suffisamment fait. Merci. Il est temps qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. Isaac Jidassa Agboto, un État sans l'opposition, c'est bien possible. Un État démocratique. Non, ben, écoutez, je ne sais pas quelle définition Habib veut aujourd'hui proposer de la démocratie. Terre à terre, on a toujours dit que la démocratie, que c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Exact. Et donc, quand nous sommes en démocratie, c'est qu'il y a un espace public qui appartient à tout le monde, dont personne n'est détenteur. Et quand vous êtes dans un espace comme ça et qu'un président de la République vient et vous dit qu'il n'y a rien qui s'appelle idéologie, c'est que vous devez avoir honte de vous-même. Celui-là, il ne peut pas être, par exemple, le modèle du jeunesse qui aspire, parce que tout d'abord, pas de l'esprit et pas de la pensée, lorsque nous sommes dans un bon esprit. Le reste de tout ce qu'on fait là maintenant, ce ne sont pas les lampadaires qui sont fabriqués à 15 000 mais pas les Chinois qu'on nous vienne, mais sur les artères là qui vont nous montrer que nous sommes dans un pays développé. Ce n'est pas les fleurs, ce n'est pas tout ce qui se fait là. Non, écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que le talent, il n'a rien fait. On ne peut pas nier que la gouvernance aujourd'hui n'a rien apporté au Bénin. On ne peut pas, elle le dit, mais se vanter de cela et demander à ce que tout le monde soit dans un même camp pour construire le pays. Je ne sais pas qu'est-ce que cela, quelle est cette forme de démocratie ou bien quelle est cette définition qu'on veut donner donc à la démocratie. Non, pas du tout. On sait bien en sciences politiques comment on peut l'appeler. Non, c'est parce que c'est tellement aussi le président Talon, et ça, on peut pas, c'est aussi bon légitime, mais on peut pas trop bon lui en vouloir. Par rapport à ses intérêts, par rapport à tout ce qui s'est passé et autres, il estime aujourd'hui qu'il a besoin, quoi qu'on le dise, d'avoir des arrières plus ou moins sécurisés, qu'il estime aujourd'hui qu'on doit quand même essayer donc de faire table rase de ce passé, de tout ce qui s'est passé effectivement. Il estime que oui, en faisant en sorte que tout le monde se retrouve donc autour de lui, il deviendra le père fondateur d'un nouveau Bénin, qu'on veut qu'on nous chante pour tout le temps et qu'on veut nous vanter, et sans que par exemple celui qui veut le remplacer aussi n'ait pas encore eu à proposer un peu de cité pour les pays noirs. Si c'est réellement la continuité à faire pour par ce que mon talon a fait, ou bien il y aura une différence. Donc, il faut aussi que lui-même il apporte pour dire que je suis d'accord avec Habib que juste là, effectivement, les démocrates aussi n'ont pas eu à proposer un projet de société. Donc, effectivement,
ça, c'est comme moi, on le dit, ça, c'est effectivement les déficits de fonctionnement de notre démocratie. Et de cette façon, tout ça là, et ça nous rattrape. Non, je pense que ce qui a à retenir de cela, c'est suffisamment grave qu'on nous dise qu'il n'y aura pas d'opposition, dans un pays comme le Bénin aujourd'hui, parce que dans le Bénin aujourd'hui, on est en train de faire des routes par-ci par-là, que dans le Bénin aujourd'hui, on a construit une cité ministérielle. Jidas Agboton, je ne vous coupe pas, hein, je ne vous coupe pas, mais nous n'avons plus assez de temps, mais selon l'ex-président de la République, Dr Thomas Boni-Yayi, notre pays, le Bénin, serait en crise politique, démocratique et électorale. Et le seul moyen de sortir de cette crise, c'est de privilégier la concertation. C'est évident, et c'est ce que je suis en train de dire. La crise politique, d'abord, découle même d'une crise morale, lorsque le premier des Béninois dans un pays comme le Bénin aujourd'hui dit qu'il n'y a rien qu'on appelle idéologie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on appelle idée. C'est-à-dire que les Béninois n'ont qu'à faire réaliser même bon sens d'avoir pensé. Donc, et que à quelques jours, on est en train de faire débat aujourd'hui et à Biba son point de vue, et que j'ai mon point de vue, que ça ne doit pas exister. Donc, c'est ce que tu as en train de nous dire. Donc, lui qui est le garant de tout de cela aujourd'hui, c'est ça il défend. Et quand il le défend, on voit que c'est mis en œuvre d'une certaine façon également en politique. Et donc, c'est évident et c'est normal qu'ils soient dans un fibre en politique. Maintenant, cette fibre en politique, il reviendra également aux acteurs à un moment donné de se retrouver, de s'asseoir et de dire à chacun maintenant de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc là, donc, c'est de cette façon qu'on pourra régler et puis sortir bon d'affaires. Alors, merci à vous, Jidas Agboton. Certainement, hein, Isaac Adjaye ne serait pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de crise politique électorale au Bénin. Il ne sera pas d'accord. Si, il y a une crise électorale, mais la crise a été créée quand même par Yayi Bouni et ses amis. Il y a une crise électorale, effectivement. Mais la crise a été créée par Yayi Bouni et ses amis. Et cette crise n'impacte pas du tout le processus électoral, quand même. Il faut retenir que la crise aujourd'hui n'impacte pas le processus électoral, mais c'est interne à un parti politique qui, aujourd'hui, par rapport à, comme le disent ses amis, des problèmes de malgouvernance, de régionalisme, d'ethnocentrisme, et tout ce que vous pouvez imaginer, et aujourd'hui, est en train de revenir quand même, de revenir à leur visage. Moi, je l'ai rappelé quand même sur vos antennes la dernière fois. Le président Yayi Bouni pendant qu'il était aux affaires, vous vous rappelez? Il a dit, je vais chercher les miens pour venir vous combattre ici. Donc cette histoire qu'on lui reproche aujourd'hui, mais il a dit sur une chaîne nationale. Nous avons tous entendu ça et nous l'avons, c'est un tollé. Mais ça veut dire que c'est un habitué des faits. Je retiens que Dieu merci, Dieu n'a pas permis que nous confions notre destinée aux aventuriers. Et c'est pour cela que c'est arrivé. Rien n'arrive au hasard. Nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes tous des croyants. Chacun a sa croyance parce que le Bénin est un pays laïque. Et à partir de ce moment, la foi du Béninois a sauvé le Bénin, a permis quand même à ce que les aventuriers ne rentrent pas dans le processus électoral pour polluer la campagne électorale, le discours politique. Et je vous en remercie. Merci. On va donner quand même l'opportunité. Merci à vous, Isaac Adjaye. Mais j'ai encore une petite dernière question. Jidas Agboton, en annonçant sa retraite sanitaire, l'ancien président n'est-il pas en train de se retirer de la vie politique béninoise? Non, mais moi, je ne pense pas. Boni-Yayi, vous n'allez pas demander à Boni-Yayi de prendre Boni-Yayi de cette façon. C'est facile pour qu'il se retire de la vie politique. Non, il a bien dit qu'il a quelques soucis, peut-être tout ce qui s'est passé, ça l'a affecté. Visiblement, on le voit aussi un peu affaibli, donc qui s'est retiré pour aller se mettre plein en forme. Donc, il va revenir et certainement, je ne sais pas si je suis tout président du parti pour les démocrates, mais une chose qui est sûre, pour Boni-Yayi, en tant qu'ancien président, en tant que Béninois, il continuera à ne pas faire de la politique, il a fait. Donc, attendons de voir les jours à venir quand même ce que ça va nous réserver parce que nous sommes au début de notre processus électoral. En janvier, il y aura les statistiques municipales, mais et bien après, pour 3 mois, on parlera donc des présidentielles. Donc, tout est encore possible. Moi, je veux bien croire.
Ouais, ben, écoutez, moi, je peux bien croire que tout est encore possible et que peut-être à un moment donné, que les acteurs peuvent encore se retrouver, dire, ben, écoutez, asseyons-nous là maintenant et discutons vraiment de comment, à partir de 2026, on va faire en sorte que tous, en tant que Béninois, qu'on soit appelé, qu'on ait la possibilité de participer à l'œuvre de construction de la nation. Alors, Isaac Adjaye, ne vous réjouissez pas trop tôt hein, à entendre Judas Agboton. Une retraite sanitaire n'est pas une retraite politique. Ben, écoutez, hein, le président Yahya Boni est libre de ses mouvements, il va et vient. Nous sommes un pays démocratique et il est quand même libre. Il est quand même libre de rentrer en politique. C'est ouvert à tout le monde de ressortir quand il veut, de revenir quand il veut. Moi, je lui souhaite simplement une bonne retraite et qu'il s'occupe de sa famille, de ses petits-fils et qu'il profite de la vie. Et c'est très important pour lui. Parce que il faut comprendre que depuis qu'il est revenu en politique à travers sa sortie de DFA, où il pleurait, et il n'a eu que des échecs, cumulé que des échecs, et ça a révélé la vraie personnalité du monsieur en réalité, qu'il a été tout le temps chaos politique, et c'est ce que nous avons dénoncé 10 ans durant de sa mandature, et nous continuons de le dire. Merci à vous Isaac Adjaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin, et merci d'avoir été dès notre stade donc à l'instant. Isaac Adjaye, membre du parti Bloc républicain, et Judas Agboton, politologue. Ensemble, nous avons analysé la déclaration de l'ancien président de la République, actuel président du parti Les Démocrates. À très vite. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission. Mais avant de vous laisser, mesdames et messieurs, quand vous êtes essoufflé, vous avez le droit de respirer et d'inspirer. Mais vous n'avez pas le devoir de vous arrêter. Tant que vous respirez, vous devez continuer la lutte. Merci et à demain.